Marchesa, enfin, moi je trouve qu'il a une main qui est assez bien composée parce que du coup il a deux Scryland. En fait, sur le play, les deux Scryland deviennent forts à mon goût parce que Absolument. il va filtrer sa draw et de toute façon, il a une sorte d'anti-bet panique, c'est-à-dire il a le dismember, ça va coûter 1, il va pouvoir gérer une bête qui a 5 de force. Et puis comme tu le disais, ce qui est assez intéressant, c'est que du coup, tous ces anti-bets se retrouvent à être bien curvés pour stopper ce Kitéon, ou en fait toutes les cartes que proposait le joueur de Kitéon. Une carte comme la Talia V2 Oui. est beaucoup plus dramatique quand elle arrive tôt que tard. Mm. Pareil, l'Armageddon est plus facile à curver de manière intéressante si on est en avance, même si le fait d'être en retard permet d'avoir plus de land à taper. Du coup, c'est quand même assez intéressant qu'il bat. Et puis encore, j'allais dire, même les landes que lui là à ce moment-là, ils arrivent déjà à taper de toute façon. Donc c'est vrai que sur ces mains-là, ça se goupille plutôt bien pour l'instant. Absolument. C'est vrai que ouais, la main qu'il a est vraiment bien posée, je trouve, parce que il avait un anti-bet, il en a un deuxième qui tempo très bien, parce que du coup il reshuffle en deuxième position dans la bibliothèque. C'est vrai que ça a l'air d'être plutôt bien curvé, parce que le T2 paraît évident, ça va être un anti-bet, le T3 ça va être un anti-bet. Normalement, T4 Marchesa devrait rester sur table. Je crois qu'on n'a pas pensé à prendre des plus gros decks qui soient bien visibles, et il faudra qu'on y pense pour le prochain stream. Ouais. Ou éventuellement une Pour pause l'instant, sur ça a l'air d'être plus des compteurs. Qui sont pas, enfin, plus l'effet du compteur. Bon, du coup, le Daretti vient de pondre un petit jeton 1-1. Voilà. Et le Wii ennemi vient d'attaquer Daretti. Et il n'a pas activé sa capacité, donc je suppose qu'il n'a pas la protection contre quoi que ce soit, mais le joueur de Queen Marchesa n'a pas choisi de bloquer. Oui, c'est pareil, ça c'est une carte qui, je pense, n'était pas dans les mono blancs, ou les mono blancs qui voulaient aggro, qui commence à rentrer aussi dans cette optique de side du. Bah, s'il faut et qu'on joue une game land, je sais même pas dans quel cas de figure pourrait être intéressant, mais de pouvoir donner la protection de. Ouais, je sais pas. Contre des. Il a la protection contre le blanc de base. Je crois qu'il a la protection contre le blanc, sa capacité donne la protection contre le blanc à la créature ciblée, et il a une autre capacité qui fait qu'il peut faire en sorte que le sort devienne blanc. Donc du coup il donne la protection. Tant qu'il a le mana, il donne la protection comme il veut. Tout à fait. Alors là, du coup, le joueur de Kitéon avait décidé de laisser tous ses mana untap, justement parce qu'il avait prévu de gérer avec Queen Marchesa. Ouais. Ce qui veut dire qu'il a de plus grandes chances d'arriver à reprendre la couronne au prochain tour. Après, du coup, ça lui fait un T3 fatigué. Bah, ça lui fait un T3 fatigué, parce qu'en effet, Talia V2 aurait été assez cool dans ce genre de situation-là. Surtout qu'elle pouvait bloquer. Elle pouvait bloquer Marchesa. Absolument. Et en plus, c'est le problème éternel de passe dans ce format-là, qui est qu'il lui a filé un land pour pouvoir recurver sa Queen Marchesa dès le prochain tour. Bah, c'est vrai que du coup, là, sur le papier. Je sais pas. Sur ce plan-là, je sais pas si j'aurais pas préféré du coup mettre la Talia V2 en me disant que même s'il joue Queen, quoi qu'il arrive, je lui reprendrai pas la couronne. Il aura sa draw à la fin de tour. Du coup, je laisse jouer Queen qui arrivera à taper. De toute façon, j'ai une 3-2 init qui peut body. Donc le Death Touch il s'en fout sur ça. Et ouais, peut-être j'aurais joué comme ça et après j'aurais passe pour récupérer. Celle-là c'est pareil, le Daretti qui pond des tokens, il va vite fait être assez désagréable. Ah, surtout que c'est un bon planeswalker utilitaire, je veux dire il sort à 3, il pond des tokens et après il y a cette pratique du bah, je vais saquer un de mes artefacts pour te détruire un artefact ou une créature, comme il pond lui-même la chair à canon qu'il va employer. D'accord. S'il a le temps de mettre en place. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'il y a le Wii ennemi qui a attaqué et qui s'est pris un double bloc. Et le joueur de Kitéon n'a pas choisi de rendre blanc l'un des tokens pour faire survivre son Wii ennemi. Ouais. Bah, il a choisi du coup de jouer Talia V2 après. Mais du coup, il est resté un mana. Ah non, ça coûte 2 de transformer en blanc. Ah, du coup, c'est un. Après, c'est le classique quand on dit qu'il faut attaquer et ensuite jouer des cartes. Ouais. Ça serait passé différemment s'il a fait ça dans cet ordre. Oui. Du coup, maintenant, c'est un Hunger of the Gods pour finir cette Talia. Et je suppose qu'il va lander ensuite pour préserver son land qui arrive en tap. Et c'est pour ça que le renard, du coup, c'est un temple qui donne les protections, c'est le seul défaut que je trouve en fait, c'est qu'il faut vraiment de la mana en fait pour pouvoir jouer avec cette carte. Et du coup, c'est un choix en fait. Soit je joue, soit je mets de la pression. Quoi. Mais si le joueur en face est déjà essentiellement blanc, c'est intéressant parce que ça coûte peu cher. Mais contre un jeu multicolore comme ça,
au final c'est tellement manavore pour un jeu qui n'a tellement pas de mana, hein, vu que on parle d'un jeu Mais ça- agressif qui va avoir peu de terrain. Donc, Ça aurait valu le coup d'essayer de le sauver, parce que du coup, il bloque très bien Marchesa. absolument. Mais c'est vrai que c'est vrai que sur le papier, si on le voit comme ça, il bloque bien Marchesa. Dans les autres de l'archétype, il va bloquer Saskia, il va bloquer Akiri. Donc du coup, je commence à voir un peu plus pourquoi la carte rentre sur le swap de général. Alors, Du coup, notre joueur de Kittéon est en mauvaise posture. On l'avait prédit, mais là c'est très difficile. Parce que du coup, il y a un Planeswalker qui prend des bloqueurs à tous les tours. Il a déjà joué son général une première fois et il est mort. Il a en main un Armageddon qui ne va absolument pas l'aider vu qu'il n'est pas en position dominante. Armageddon donc, est typiquement une carte win-mort. C'est-à-dire que c'est quand on est déjà en bonne position qu'on a la possibilité de jouer Armageddon pour essayer de sceller la partie. Et du coup, il y a toujours le débat. Dans ce cas-là, pourquoi ne pas jouer une carte à 4 qui est bonne quoi qu'il arrive, comme une Elspeth, histoire que quand on est déjà bien, on puisse appuyer une créature qui gagne +3/+3 vol à tous les tours, ça fait mal. Mais qu'éventuellement, quand on n'est pas bien, bah, ça nous fasse quand même un jeton par tour, par exemple. après, en fait, Armageddon rentre un peu dans l'idée des deck stacks, c'est-à-dire c'est win-more et à la fois ça clôt la game. Je veux dire, s'il n'y a pas une réponse immédiate, la game souvent est finie en quelques tours. C'est vrai. Bah après voilà, disons que c'est dans le plan de jeu de je fais T1 bête, T2 bête, T3 bête, T4 s'il n'a pas réussi à reprendre le board, je mets un magasin, c'est fini. Mais si ça se passe un peu différemment, ça va être très tendu. Et du coup il y a le débat justement de se dire mais si du coup tour 4 il m'a laissé l'essentiel de mes bêtes, vu le peu de brasses qui sont joués dans le format, est-ce que ça vaut vraiment le coup de jouer en Armageddon plutôt que... Enfin voilà, c'est toujours un grand débat et qui anime toujours la communauté au final parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui jouent à Armageddon et beaucoup de gens qui disent non, c'est tout pourri, c'est win-mort. Il a fait discard 2. Voilà, du coup il est en train d'enchaîner sa disruption avec un verdict de Gérard et puis une Elspeth. La fameuse Elspeth. Et là il va donc pouvoir poser... Je pense qu'il va mettre des tokens en fait. Et le Gideon du joueur de Kittéon, malheureusement, ne va pas pouvoir en empêcher de nuire tant que ça. Il va pouvoir bloquer un par tour. Donc assez rapidement, le Kittéon va y passer et va probablement suivre le joueur de Kittéon. Et là, du coup, avant ça, Armageddon commençait déjà à être une carte morte, mais là, elle va lui juste lui coller à la main sur le reste de la partie. Le 0 du Gideon, ça devient une bête 4-4. Là en plus, alors, là où c'est vraiment pratiquement ingagnable, c'est qu'il a deux Planeswalkers qui mettent des tokens, la couronne qui lui fait piocher 2 par tour. Le joueur de Kittéon choisit ici de faire Armageddon, mais c'est un Armageddon désespéré, en espérant peut-être revenir plus vite, ce qui avec la couronne en face me paraît illusoire. Oui. Donc là c'est l'Armageddon de la concession je crois. Mais il y a deux écoles, il y a ceux qui vont s'acharner sur la game, il y en a qui vont concéder pour faire la 2. Mais là même ce play là, du coup on se rend bien compte que Kittéon il va pas survivre sur... Bah oui, alors après son adversaire n'est pas un bleu contrôle et il a déjà une position dominante donc ça risque d'aller relativement vite. Mais tout de même, souvent quand tu joues aggro justement, c'est mieux de concéder rapidement si tu vois que tu ne pourras pas la gagner pour avoir l'assurance de ensuite coller un 2-0 dans les temps. Aïe. Alors là Kittéon ne peut plus attaquer, enfin Gideon ne peut plus attaquer, il va avoir du mal à défendre, enfin c'est... Oui, parce que là en fait du coup... il se fait tuer par Elspeth. Maintenant Elspeth oui elle va faire en sorte qu'un token devienne 4-4. Là c'est fini, hein. Je ne vous le cache pas, c'est fini. Ah, bien sûr, il y a des choses. Allez, on passe à la 2. Hop. Voilà, c'est le scoop. On reprend les cartes. Alors c'est le scoop et il reprend son général. Et ça c'est assez important parce qu'on va pouvoir voir très vite, il remélange carrément son général pour ne pas donner l'information à son adversaire. Donc on anticipe un swap. Alors sur quel swap tu mises? Très bonne question. En vrai, bah... Du coup là, le fait d'avoir... le fait de voir le renard qui est protect blanc, ça peut être une idée.
Même si c'est pas la meilleure, je pense. Non, enfin, en fait, Talia V1 ou V2 paraît vachement bien. Ben, Talia V2, ouais. ça va lui décaler sa curve, parce que il a pas de bête. Donc son Bah pas. t'avais V1 aussi au final, hein. Ça va décaler J'ai tout dit sauf, V1. Mais non, je voulais dire V1, celle qui va décaler les Ouais. sorts non créatures, parce qu'il a pas de bête dans le pad. Donc, et comme il va se retrouver sur le play, ça lui fait presque un time walk. Ouais. Après, là, ce que ça va pas décaler, c'est Queen Marchesa, qui reste une 3-3 célérité. Oui. Et du coup, il y a la question qui va se poser, est-ce que il cherche à... Est-ce qu'il a suffisamment de quoi gérer Queen Marchesa? Et du coup, ce qu'il fait, c'est qu'il prend la V1 pour décaler toute la disruption. Et en plus, il va pouvoir ajouter 2 et T4. Ou est-ce que il se sent pas confiant face à Queen Marchesa et il va prendre la V2 pour être sûr de du coup décaler la curve en mettant les landes engagées, décaler Queen Marchesa en la faisant arriver en jeu engagé et la bloquer plus facilement. Voilà. Après Queen Marchesa est un, donc il part Ouais, sur la c'est V2. la V2. Et alors du coup on n'a pas eu le fameux swap côté Queen qui reste sur Queen malgré le match-up aggro. Après, j'allais dire la queen précédente, là, Constantin, je veux dire, c'est plus qu'un deck de cœur. Hein. Il y a le tapis, il y a le t-shirt, il y a. Ah oui. Oui, il vit Marchesa. Donc ça D'accord. m'étonne vraiment pas en fait que du coup il ait vraiment trouvé cette alternative en disant c'est un slot, si je la pioche dans la game, qu'elle me sert à rien, elle servira pas à rien parce qu'elle fait quand même du CA. Mais ça m'étonne pas du coup que lui soit arrivé à trouver cette alternative et à tester les limites du pack quoi. Tout comme ça ne choque pas que des personnes aient décidé de ne pas rentrer des cartes bancales pour optimiser la possibilité de swap quoi. Je veux dire c'est un des premiers gros tournois qu'il y a après cette règle du swap. Donc c'est pas choquant de voir les gens rester sur de la stabilité et ne pas essayer de. Il y aura toujours les deux écoles de toute façon. Il y a ceux qui vont essayer de surprendre, et il y a ceux qui vont rester sur les bases en disant ça marche, ça a toujours marché. Et puis du coup c'est un choix stratégique, c'est-à-dire qu'on se doit se poser la question, est-ce que vraiment j'ai prévu contre des jeux de la journée de swapper mon général actuel contre celui-ci? Oui. Et si la question est, si on se retrouve à se dire, sur un malentendu, peut-être une ronde au grand max, si je tombe sur le deck que j'ai déjà prévu de gagner, il est temps de se dire, oula, stop, ça sert à rien. Et à l'inverse, si on se dit, il y a quand même un certain nombre de match-up joués, comme Saskia, Trazostina, Kirisilas, Baral, etc. Des match-up intéressants contre lesquels mon général, je peux vraiment vouloir le swapper. Là, en effet, ça vaut le coup de rentrer ce genre d'option là. Ouais, de toute façon, ça va être une nouvelle contrainte dans les deck building. Enfin, contrainte. Non, c'est juste que ça devient. Enfin, sauf cas spécial où on a vraiment un général, où on a une synergie qui n'est pas dissociable. Genre, par exemple, je joue Gitrog, je vois pas contre quoi je pourrais swapper mon général. Oui, c'est ça. Hormis ça, c'est vrai que ça devient une nouvelle contrainte positive dans le deck building à se dire bah voilà, je joue ça. Mon deck est synergisé avec mon général, mais pas forcément dépendant. Est-ce qu'il y a des généraux que je pourrais jouer qui me changeraient mon match-up contre tel ou tel deck quoi. Et c'est assez intéressant ce que tu dis parce que justement il y a des decks qui sont généraux-centriques et qui sont déjà excentriques du coup comme Gitrog. Et à l'inverse, il y a des jeux qui sont beaucoup plus good stuff où au final on enlève le général, le deck fonctionne toujours. Oui. Et c'est là où c'est assez intéressant, c'est que ces jeux-là qui sont considérés comme plus linéaires et moins fun par certains joueurs, tout à coup se retrouvent justement avec un plan un peu moins linéaire, avec une variation. Et ça je trouve ça assez beau du coup, ça garde l'esprit Commander. Ouais, après le seul défaut du coup c'est que moi tous les decks que je vois comme ça, good stuff, c'est partenaires. Et du coup la plupart des partenaires, il y a peu de partenaires qui peuvent se swapper pour d'autres partenaires. Ou alors du coup ils vont swapper un partenaire pour un seul général. Et du coup ils perdent aussi cette... Je suis pas tout à fait d'accord parce que tu vois, Queen Marchesa ça reste un good stuff, tu prends un Saskia, ça reste quand même Oui, assez d'accord. globalement du good stuff. Mais moi déjà j'avais plus en tête des Team Natrasios, des trucs comme ça où ils jouent 4 couleurs, c'est du good stuff, mais il y a peu de marge de manœuvre sur quoi je peux switcher quoi. Absolument, si de toute façon tu compares Team Natrasios, il te reste Atraxa à côté, et du coup dans quel match-up t'as envie de switcher, je sais pas. Parce que je veux dire, t'as deux GG qui font chacun du CA à leur manière, à côté de ça t'as un autre GG qui a un plus gros body et qui encaisse mieux aggro, mais tu perds cette capacité de proliférer. Ouais. Donc c'est pour ça que c'est vrai que moi j'avais plus ces généraux-là en tête.
c'est peut-être pas inintéressant face à un jeu rouge aggro à la limite, vu que Atraxa se retrouve à être au-dessus de la plupart des blasts et avec du lien de vie. On a la première main du coup de Kitéon avec 2 plaines, un Don du Forge Acier, un Armageddon, un Ghost Carter, un Blinkmoss Nexus et une héroïne de Force Coutel. Ah, donc, du coup, il a gardé A7 lui. Voilà, il a gardé à 7. J'ai pensé qu'ils avaient mulligan tous les deux. Non. Il a beaucoup de landes. Il a 4 landes. Je suis assez étonné par Ghost Carter parce qu'au final, il y a quand même très peu de landes que tu veux casser dans le format. Bah, Maze, du coup. J'imagine qu'il veut vraiment casser des mazes. Bah, du coup, là où c'est étonnant, c'est que dans le format, tu as aussi Tectonic Edge, Wasteland et Port Richadan Ouais. qui permettent de la distribution directe en fait, où tu compenses pas la personne et tu perds pas juste un land de ton côté, tu Après, passes CDA. Ouais. J'allais après Tectonic Edge, par exemple, il y a un facteur du il faut que la personne ait déjà 4 landes. Sûr. Lui, Kitéon, je pense qu'il veut le faire passer plus vite que ça, donc ça doit être un choix. Richadan. Non, ça dépend. J'allais dire, Richadan, ça peut être aussi la raison de budget, tout simplement, même si maintenant il a décoté avec la sortie de M25, je dis pas de bêtises, mais ça peut rester dans cette idée-là. Donc on a un terrain dans du Forge Acier de côté Théon, et du coup du côté de Queen Marshalda, sa main consiste d'un fetch, un Gravenkern, donc le filtre land rouge-noir, Matas, le fameux, Ah, qu'il du, a coup, presque il, comme un il zone. le, du coup, il le joue, mais il n'a pas le choix. Il n'a Voilà. pas swappé. Une plaine, encore son Dareti rouge-noir, Abraid et un Lady Diabolique. Ce qui est une main au final hyper correcte. Hein. Il a 2 landes, c'est ça? Il a 3 landes. Il a ses 3 couleurs. C'est ça, il a ses 3 couleurs. Il a Matas qui est bon contre aggro, Dareti qui va prendre un token par tour, 2 anti-bêtes, il est hyper bien dans sa game. Ouais. Et ben du coup. Là par exemple, du coup, je peux pas on peut pas trop juger le choix de JIT. Moi, c'est pas un mauvais choix, c'est juste que du coup, contre quelqu'un qui joue énormément d'anti-bet, je sais pas s'il aura vraiment l'occasion de se dire je vais l'équiper, ça va rester et je vais pouvoir taper avec. Alors c'est pas faux, après, En fait, je sais pas. qu'est-ce que tu aurais pris à la Bah, place c'est ça en fait, c'est pour ça que je dis je peux pas le juger parce que je ne sais pas quels autres artefacts il joue. Je sais pas si par exemple il jouerait Jean-Garde Éclair, s'il joue. Je pense pas qu'il joue Jambière, il doit peut-être jouer Syndos, qui est moins cher, qui du coup ce serait quand même plus facilement, mais qui a un impact bien moindre sur la game. Parce que, bah, après ça dépend, parce que du coup, comme on a vu dans sa main, il avait il a le Nexus. ça va aller vite, ça peut aller vite aussi. Ouais, après, autant. Enfin, s'il attaque au Syndos, il va coller 3 par tour, ce qui est correct. Mais qui se contente des dégâts, là où c'est intéressant, c'est que JIT, il va loquer la game. Oui, je vois. Mais après, le Nexus qu'il a, c'est bien celui qui a Infect. Parce que 3 par tour, ça peut aller vite. Hein. Non, Blinkmoss. Non, je pense que c'est le Blinkmoss, normal. c'est le normal dans ce cas. Du Oui, coup, c'est il a le dit normal. son Nexus. Je reconnais. Ouais. Donc là, moi, ce qui me choque vraiment, c'est qu'il se met à porter dans l'anti-bête, donc il va. En fait, ouais, c'est ça. Là, ça me choque vraiment énormément ce qu'il fait parce que T1 il a rien fait, T2 il a rien fait. Ouais, en termes de pression, oui. Ouais, c'est ça. En Après, termes T1, d'impact. il a été prendre le gîte, il C'est l'a ça. posé. Mais disons qu'il est T3, il a encore rien fait de sa game. Et là, au lieu de jouer une créature, il attaque avec son Nickmoss et qui va se prendre son anti-bête. Ce qui veut dire qu'il va encore faire plus de temps vu qu'il va avoir fait 0 dégâts et perdu un land. Ouais. Donc là, c'est l'apocalypse pour lui en fait. Après, je sais, il a mis Liliane à 6, Marchesa, je pense. Donc peut-être dans son play, il se dit voilà, il fait. Le Nexus, il va prendre son anti-bête. Et peut-être que la prochaine créature, elle passera du coup. Oui, Ouais. Là, je t'avoue que ça me paraît apocalyptique parce que derrière, il y a Marchesa qui fait Land Matas Go et qui va commencer à faire du CA sur tout ce que fait le joueur de Tailleur. Non, Dareti, ok. Oui, bah, fondamentalement, Mata, tant qu'il n'y a pas de bête en face. Oui, c'est vrai. peut Après, il aurait prendre- pu peut prendre de prendre l'avance, mais Là, il prend de l'avance aussi avec voilà, c'est ça. Dareti va commencer à prendre des tokens. Mais oui, je suis d'accord que l'attaque était Ça me paraît. intrigante. Bah, ouais, voilà, parce que du coup, là, on est tour 3. Enfin, c'est le tour 4, du coup, c'est le début de tour 4. Après, Et je suis déjà à me demander est-ce qu'il peut gagner cette game, quoi. on voit pas forcément ce qu'il a pu draw, mais c'est vrai que quand on le voit sur ce plan-là, peut-être ça aurait été plus judicieux, mais je sais pas ce qu'il a comme équipement, c'est pour ça, mais peut-être ça aurait été plus judicieux de tenter la Thalia V2 du coup, Bah, de tenter aussi
le Ghost Quarter pour lui casser un. Parce que si Talia reste, le Ghost Quarter devient intéressant parce que c'est Land arrive à taper, il va lui en casser un, même s'il récupère un basique, il peut arriver à lui couper au moins une couleur. Alors là, du coup, Daretti avait pris de l'avance sur un token, ce qui veut dire qu'il peut tuer le général sans gaspiller d'anti-bet. C'est ça. Derrière, il pose Marchesa, il attaque, il chope la couronne, donc à la fin, il pioche. Je ne vous cache pas que là, c'est dramatique. Ouais, ce qui est dramatique, c'est que du coup, il a pris l'avance du land. Il y a Don qui est déjà à dire ouais, tu vas Dark Sword, vas-y, j'arrive, je retire une bête rouge. Bien essayé, Don. Je ne pense pas que ça arrivera. Alors du coup, son héros, et qui n'a pas la célérité, donc il va lui arriver exactement la même chose. Le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il land, il joue Matas, il laisse le token arriver et il le tue. Mais dans ce cas-là, il pourrait pas faire passer sa Marchesa. Oui, c'est les 3-4, c'est ça? Je crois que c'est un truc du genre, ouais. Oui, c'est à chaque fois qu'il bloque, à chaque fois qu'il bloque, il met un chat, et à chaque fois qu'il attaque, il met un chat. T'es sûr que c'est des chats? Je crois que c'est des soldats, non? Oui, soldat. Il met une 1. Alors du coup, c'est le trade. D'accord, oui, mais il s'en fout, il a la couronne. Bah oui, c'est ça. Toi, Par contre, il met pas le token, du coup? J'ai un doute. non, c'est. Alors c'est. Je pense que tu confonds avec. Grimaz. Ouais, c'est ça, avec Grimaz. Grimaz, c'est quand il attaque et qu'il bloque, et lui il met des chats. Le héros, quand il attaque, il met deux Oui, voilà, soldats c'est de quand mort il attaque et il colle Battle Battle Cry. Moi, Waouh. Mais du coup, je sais pas si j'aurais tenté le trade là. Oh, l'horreur! Alors, du coup, Daretti vient de mettre un token, il a joué Gideon, et il a mis son emblème, ce qui fait que maintenant il ne peut pas perdre la partie tant qu'il a un Gideon sur la table. Ça va être compliqué. Mais du coup, le trade était peut-être pas du tout avantageux pour quitter. Pas pour quitter, mais pour le joueur de Talia du coup. Parce que pondre des tokens sur la phase d'attaque, ça aurait permis d'essayer de malmener un peu les arpenteurs. Alors, oui, si ça se faisait de pas tuer. Oui. Mais oui, je suis d'accord. Alors, pour 3, qu'est-ce qu'il a en tête? C'est un Oblivion Ring. Alors, à voir ce qu'il retire entre Gideon et Daretti. Il choisit Daretti pour arrêter la machine en anti-bet. C'est souvent le cas. Alors justement, Daretti, ça fait partie de cette tech contre les généraux comme partner. Parce que Daretti permet de gérer des créatures à la chaîne sans faire de card disadvantage. Oui. Donc tous ces arpenteurs là qui ont ce genre de pouvoir sont d'autant plus populaires maintenant qu'il y a ce genre de généraux là qui reviennent constamment et qui sont nombreux. Ok. Donc c'est l'un des moyens de... Et du coup, il fait une saisie, donc on va pouvoir voir. Un Ben Slayer Angel. Ah ouais, un Armageddon. Ouch. J'avoue que je comprends pas sa liste. Parce que du coup, il a une curve qui a l'air extrêmement haute. Il met du temps à jouer des trucs. Une carte comme Ben Slayer, le problème c'est que ça arrive. Enfin, ça arrive, la partie est déjà scellée dans un sens ou dans l'autre, tour 5 quoi. Ça meurt, du coup ça a aucune protection quoi, ça meurt sur le moindre anti-bet. Ça m'a l'air assez catastrophique. Donc on va voir cette partie évoluer. Ouais, Marchesa en plus, quand on joue un deck créature, Marchesa devient très vite très oppressant quand la machine est en route parce qu'on se voit vraiment submergé par anti-bet, extra draw, anti-bet, gros supplémentaire, arpenteur. On se sent, en fait, on se fait vraiment oppressé sur tous les plans quoi, sur le CA, sur le board. C'est bon. Et en tout cas, quand on joue un deck créature, c'est très très vite. Moi je juge qu'on sait très vite quand est-ce qu'on pourra vraiment pas sortir la tête de l'eau quoi. Alors je suis assez d'accord avec du coup les commentaires comme quoi Win White mine de rien c'est un deck qui est difficile à builder où la moindre erreur de build peut te coûter cher et là du coup il est vraiment aux fraises malheureusement dans sa partie et même en termes de play là s'il avait gardé son Nexus qu'il était parti sur Talia tour 3 et qu'il avait attendu une ouverture en fait le problème pour Marchesa ça faisait que dès qu'il se mettait full tap bim un petit coup de Nexus et il se faisait reprendre la couronne. Oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est surtout,
dès qu'il se full tap, en fait, en plus de prendre un coup de Nexus, il pouvait prendre un coup de Nexus sous gîte. Absolument. Et du coup, gérer les tokens, par exemple, les tokens construction d'Areti. Voilà. Oui, je suis d'accord. Le play T3 aurait dû, je pense, être Talia, forcer l'anti-bet dessus. Comme ça, il le décurvait, entre guillemets. Mais c'est vrai qu'en fait, le problème de Winnie White, c'est qu'il n'y a pas de moteur ACA dans le pack. Je veux dire, tu ne peux pas trier ta draw, tu ne peux pas extra draw. Tu subis, entre guillemets, la main que tu as. Donc c'est vrai que toute erreur de deck building, quand tu ouvres ta main et que tu as fait, entre guillemets, des mauvais choix de deck building, il y a des cartes, elles vont te rester toute la partie dans la main, quoi. Et du coup, à la limite, c'est plus un jeu qui est complexe au deck building que justement Oui. à jouer en partie. Parce qu'en partie, il y a moins de choix d'interaction vraiment complexes. Même si, faut le savoir, les phases d'attaque et de bloc en miroir d'aggro ou d'aggro contrôle peuvent vite devenir un enfer. Mais du coup, c'est un deck qui est un peu plus linéaire que certains autres. Comme justement, on parlait de Strauss-Timna, les versions full combo où il y a énormément de choix à faire sur les différents tuteurs, sur la curve, sur tout ce qu'on joue en fait. Mais là, le deck building va être dramatique. Bon, là, du coup, Ouais, il ce se qu'on fait voit. enchaîner les anti-bêtes. C'est ça, ce qu'on voit, c'est qu'il joue Elspeth, il essaie de mettre un token, l'équiper, machin, etc. Sauf que à chaque tour, il prend. Mais j'allais dire, en plus, avec le point de vue omniscient qu'on a, c'était vraiment terrible de voir la main du Kitéon, puisque du coup, on le voit faire son play pour aller chercher Gîte. Donc, il passe son T1, aller chercher son T2 pour le poser. Et au final, on savait déjà qu'en main de départ, le joueur de Marchesa avait un break, donc il était royal, quoi. Il pouvait gérer Gîte quand il voulait, au final. Oui, c'est ça. Ça, du coup, c'est exactement ce qu'il vient de faire. Il s'est dit, dans le doute, on va quand même te gérer Gîte et je vais aussi te gérer ta bête. Ouais, puis là, il est au top deck, mais il va difficilement remonter. Hein. Il a 13, il prend petit à petit ses sauces de Guillaume, de Il prend une Matas. carte par tour, surtout. Enfin, une carte. Ouais. Du coup, il fait piocher une carte par tour. Enfin, voilà, c'est. Donc, il joue une nouvelle créature qui va très probablement se faire tuer. Spoiler. Parce qu'on voit le joueur de Queen, quand il attaquait avec Queen, il savait très bien qu'il pouvait se faire empaler par le guerrier. Je sais plus comment il s'appelait. La 3-4, la Battle Cry. Et au final, ça le dérange absolument pas. Hein. Il avait déjà la couronne, il s'est dit ça me va. Bah ouais, tu m'étonnes. C'est vraiment la couronne. Hein. Ça, du coup, je pense que c'est aussi plus une erreur d'expérience. C'est que quand on joue contre Marchesa, on comprend très vite que les Manlands, c'est vraiment la carte qui énerve Marchesa. Parce que ça demande une gestion. Ça lui demande de garder du mana pour gérer ça, pour gérer ce qui va être posé. Quoi. Et du coup, c'est assez intéressant parce que de manière passive, ça met la pression à la personne. Oui. Ça l'oblige à faire des choix sous-optimaux sans que nous, on fasse forcément grand-chose. Oui, c'est ça. Ben, typiquement, ça la force à ne pas se dire bah, Marchesa va arriver T4. Parce que s'il arrive T4, il va reprendre la couronne. Quoi. Alors là, un détail que je trouve intéressant, c'est qu'il joue tous ses landes, sauf qu'il joue Armageddon. Oui. Et probablement, il a rien qui coûte plus de 5 dans son deck. Du coup, je suis même assez étonné qu'il joue ses landes. Je pense qu'il s'est fait discard Armageddon depuis. Ah ouais, mais du coup, il joue peut-être Cataclysme, Ravages of War. Ah oui, c'est sur ça. Oui. Après, du coup, il a l'air d'avoir une curve aussi qui part jusqu'à 5 mana. Là, il a combien? Il a 8 mana en jeu? 7? 7 mana. Après, il a je crois que c'est Rune Gifnir qui se sac pour mettre 2 jetons à un soldat. Il a Eganjo qui vaut le coup d'être posé vu que ça va permettre de protéger un petit peu ses créatures légendaires. Donc il y a quelques trucs utilitaires qu'il a pu vouloir jouer. Bon, il essaie de stabiliser du coup avec un Archange des Dîmes et une Talia. Donc en soi en défense il est plutôt bon. Le problème c'est quels anti-bêtes va proposer le joueur de Marchesa. Parce que si la partie elle stall, Marchesa il est bien. Parce que du coup il va juste draw. Un cachet. Alors Don justement fait référence aux jambières qu'apparemment il leur recommande de jouer. Parce qu'en effet s'il avait posé les jambières, T2 jambières, T3, il faut que Marchesa garde son anti-bête en éphémère, sinon Talia se retrouve équipée et sauce. Oui, c'est ça. Et surtout elle est son plan de jeu. inciblable. Enfin, c'est ça. Et du coup derrière elle aurait été une vraie galère. Et si elle se prenait son anti-bête en réponse, malgré tout il restait l'héroïne derrière qui pareil se prenait célérité T2 soldats. Oui.
Donc, En fait, beaucoup, c'est surtout le jambière que- aurait été beaucoup plus En fait, agressif. pour moi, les jambières, ça aurait été un moyen de protection. Et surtout, c'est pareil, en fait, ça menace la couronne. Parce que du coup, n'importe quelle bête qui va être piochée, elle va attaquer dans le tour, elle va essayer de reprendre la couronne et tout. Tout à fait. Bah, puis, du coup, en termes de tempo, ça coûte pas à rééquiper à chaque fois. Enfin, ça Non, fait ça coûte zéro. la C'est célérité, pour ça c'est très bon, que. quoi. C'est pas que le gîte me paraissait un mauvais choix, c'est juste que vraiment le fait de repayer 2 pour équiper contre un deck qui joue un tiers de son pack en anti-bet, c'est. Voilà, disons que dans C'est cette très- situation-là c'est très particulière, c'est osé. fatigué. C'est très osé surtout parce que. Mais après, c'est ce que je dis, je connais pas forcément sa liste, je sais pas s'il joue les jambières dans le deck. En attendant, du coup, Gideon empêche la Talia d'attaquer. Ou peut-être là, maintenant ils ont mis un dé sur l'archange, donc je pense que maintenant il est passé sur l'archange. Il a rajouté un Sorin qui va petit à petit rajouter des petits vampires. Puis il continue de double draw, donc. Bah oui, c'est ça. Il a pas besoin, il a pas besoin d'aller s'emballer, hein, en fait, il va le noyer sous le CA comme le fait très bien Marchesa. Alors, Doc Rogue trouve qu'il adore Belzeir Angel et Lyra Dawnbringer dans le format. Je les adorais en type 2. J'ai énormément joué Belzeir en type 2. Parce que de toute façon, Ça paraissait être une bonne bête. bah, mais du coup, je le jouais pas dans l'aggro en fait. Dans l'aggro, ça arrive tellement tard. Non, c'était dans les packs contrôle que Ouais, ça. c'est ça. C'était un une kill de bonne bête. contrôle avec des trucs pour le protéger. Où là, du coup, les decks agressifs avaient pas les anti-bêtes à la bonne taille pour ce genre de menace, quoi. Oui, je crois qu'à l'époque, les seuls anti-bêtes qu'il y avait, c'était quoi? C'était foudre et passe. Et puis du coup, tu jouais dans un deck qui jouait divers contre-sorts et ça passait, quoi. Il y avait Cryptic Common dans le format à l'époque. C'était à ce moment-là, déjà? Je crois, ouais. Ah, peut-être que c'était plus à ce Non, je moment-là. pense que c'était plus à ce moment-là, parce que j'ai joué un peu, du coup, à cette période de standard où les decks du moment étaient beaucoup de Boros, Landfall et autres VST. Ah, ça remonte à loin. C'est à cette époque-là que j'ai joué Réveillère Combo, que j'ai joué Quick and Toast, le Ah 5 bah, color c'était combo. peut-être un peu plus tôt. Et ensuite, j'étais passé, je me sens qu'il y avait eu il y a eu la rotation et j'ai dû passer sur un bleu-blanc contrôle dans lequel je jouais Best Player. Mais je me souviens plus du coup qu'est-ce que je jouais avec dans le deck. Là, il y a le jeu quoi? Bref. Taki? Ça va être un Kataki Tribu de la guerre, ouais. Kataki, pardon. Donc il y a encore un général potentiel pour notamment le match-up à Silas. Oui. Voilà, ça va l'embêter un tout petit peu. Même pas. Il a un cachet. Je pensais qu'il avait encore d'Arity. Bref, du coup il paye 1 pour le cachet va lui rapporter 1, et de toute façon il a 1 milliard de mana, enfin... Oui. Et pour jouer Marchesa moins 2 ou 3 fois. D'ailleurs, il l'a toujours pas joué. Mais fondamentalement, il n'a aucune raison de rejouer Marchesa. En fait, tant qu'il ne perd pas la couronne, il peut se permettre de ne pas la rejoindre. C'est ça aussi la grosse force de Marchesa, c'est que si elle se fait très souvent, les joueurs sont obligés de gérer Marchesa et de reprendre la couronne. Enfin, l'un ne va pas sans l'autre, mais très souvent quand on prend la couronne, on se permet de gérer Marchesa. Et au final, Marchesa en fait n'a juste qu'à la rejouer pour récupérer la couronne. Tout à fait. Le défaut de reprendre la couronne sans la gérer, c'est que du coup on lui offre des tokens 1 Death Touch, Célérité, qui sont presque sûrs de passer pour reprendre la fameuse couronne. Du coup là je crois qu'il cumule quoi, 3-4 emblèmes? Ouais, Quand t'as perdu la partie, je crois que c'est ces créatures qui ont un bonus. Ces créatures ont peut-être un bonus. Ah oui, mais si c'est Markov, oui, elles ont +1/+1. Ça va être ça. Enfin bon, du coup, Potentiellement, il a aussi le... Oh là là. Bon, je vous cache pas que c'est l'apocalypse. C'est terrible. Donc il y a 5 créatures qui attaquent ce pauvre joueur de Talia. Ça n'avait rien demandé. Dont 2 tokens qui doivent avoir le vol, si je dis pas de bêtises. C'est ceux de Sorin qui doivent avoir le vol. C'est pas le lien de vie? Bah, j'ai un doute. Je confonds toujours les deux Sorin. Je sais qu'il y en a un qui... Alors du coup, je confonds les deux vraiment. Il y en a un qui doit faire prendre des tokens vol et le plus doit être quelque chose comme +1, +0 et le lien de vie. Et l'autre, ça doit être plutôt des liens de vie qui donnent un emblème +1/+1. Alors là, du coup, À Guillaume vérifier. nous confirme que c'est des jetons 1 lien de vie. Et alors du coup, je veux bien que Guillaume nous confirme aussi au passage l'emblème de Sorin, qui est un +1/+0 donc. Donc ce sont des 2 en lien de vie, le Malland est 3-2, mais il se fait empaler, tu perds une bête initiative, pardon.
L'autre Manland, c'est du coup le 3-3 maintenant, lien de vie. Mais pareil, qui n'est pas forcément à la bonne taille pour l'Archangel of Tis. En tout cas, pas pour survivre. Bon, je crois que c'est une 3-3 l'Archangel of Tis. Mais du coup, c'est la fin de ce bon joueur de Talia